Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Et si, plutôt que de développement personnel, nous parlions de développement perpétuel, comme des poupées russes à ouvrir, à explorer et à découvrir. Une après l'autre, on enlève les couches, comme on pèle un oignon. Avez-vous déjà remarqué qu'une situation venait vous plonger à nouveau dans les mêmes émotions, comme un événement qui se répète? Et si c'était exactement ce qu'il se passait? Et si la vie nous servait une deuxième fois, puis une troisième fois, puis peut-être une 10e fois le même plat, pour que nous puissions aller guérir ce qui devait l'être? Est-ce que j'ai vraiment envie, ici et maintenant, que ma vie soit à nouveau déterminée par un épisode du passé, plutôt que de rester dans notre mare de boue? N'y a-t-il pas un endroit plus confortable? Est-ce que je peux choisir un autre présent, plutôt que de rejouer la vie de mes ancêtres? D'ailleurs, pouvons-nous rejouer la vie de nos ancêtres? Notre arbre généalogique a-t-il une histoire à nous raconter? Nos ancêtres peuvent-ils être des alliés? Voilà tant de questions auxquelles j'ai tenté de répondre avec mon invité du jour. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Anne Cazobon. Bonne écoute! Bonjour Anne. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Ouais. C'est une belle journée. J'aime bien ce temps qu'on prend ce matin ensemble pour échanger. Je suis heureuse d'avoir un micro dans la main. J'aime bien. Mais oui, parce qu'on va le dire, tu as fait quand même 20 ans d'antenne à la radio, à la télé. Ça fait combien de temps que tu as arrêté? Ça fait 2 ans et demi maintenant, je crois. Et j'aime bien toujours évidemment le micro et j'aime bien le fait qu'il se soit raréfié. Et donc qui deviennent plutôt une belle surprise, que ce soit une fête de parler dedans et plus une sorte d'obligation, plus une routine qui me coupait, en tout cas à l'époque, dans laquelle je me laissais couper du sens des mots. Tu as fait de la place à d'autres choses. Aujourd'hui, tu proposes des constellations familiales, tu accompagnes aussi coach de voix, les mots, etc. Tu viens d'en parler, on en parlera. C'est une exploration que tu as fait ces 2 dernières années ou qui déjà, tu étais en chemin depuis un moment? C'était en souterrain, en sous-marin presque, des deux côtés, la terre et la mer. C'est vrai que j'avais cette vie journalistique, d'intermittente, de reporter, de journaliste. Et en marge de ça, je dirais mes week-ends, mes soirées étaient vraiment dédiées à mon développement personnel, avec des grosses guillemets, en tout cas à mon épanouissement personnel, à ma renaissance et à mes renaissances multiples. Donc j'avais vraiment une espèce de... Alors c'était pas une double vie, mais presque quand même, où il se passait plein de choses. Je participais à des huttes de sudation le week-end et le lundi matin, j'étais à la rédaction à travailler sur des sujets de santé, par exemple. Mais c'est vrai je partageais pas forcément ce que je faisais d'un côté ou de l'autre. C'était 2 sous-parties de moi qui cohabitaient ensemble, mais qui n'échangeaient pas encore vraiment ou qui ne voyaient pas à quel endroit elles pourraient se mettre à la même table. Et là, depuis que ce rythme quotidien de rendu horaire, parce qu'à la radio, quand la chronique ou l'émission allait à cette heure-là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Et c'est intéressant aussi dans la contrainte de la création, de savoir que quoi qu'il arrive, je ramasse les copies à telle heure et que ça évite toute procrastination aussi à cet endroit-là. Mais je trouve intéressant ce temps un peu plus long, ce temps qui s'intègre dans la matière davantage et qui descend. Je me souviendrai toute ma vie, j'avais participé à un grand rassemblement, un G20 dans le nord de l'Europe, et il y avait un journaliste hollandais qui était venu me voir et qui il m'avait vu avec mon micro, il m'avait dit ah, vous êtes journaliste radio, vous faites des sauvegardes de tout ce que vous faites, parce qu'en fait moi j'ai un ami 45 ans de radio, et puis le jour où il est parti à la retraite, il avait rien gardé, et puis
une vie qui s'est effacée, les paroles s'envolent. Et je m'étais vraiment dit à ce moment-là, il a raison, en fait. Il y a quelque chose qui appelle à descendre à davantage de matière, de densité. Et donc, je suis heureuse d'avoir fait ce pas de côté pour descendre davantage dans le livre, dans une plus grande densité aussi de tout mon être, et la sculpture aussi, enfin voilà, la matière, la terre. Oui, ce que j'allais te demander, qu'appelles-tu par la densité de ton être ? La densité, c'est descendre à l'intérieur et c'est descendre dans une texture plus compacte, c'est dire oui à qui je suis, c'est dire oui à mon corps, mon identité. Ta singularité aussi. Oui. Et j'ai vraiment, je crois que je suis restée très longtemps un peu perchée, un peu là-haut, en étant cet endroit un peu charnière entre ce pont entre le visible et l'invisible. Je l'ai toujours dit, petite. Vraiment, ça a été quelque chose de très très fort chez moi pendant longtemps, et je sens qu'il y a quelque chose de mon être qui, aujourd'hui, décide vraiment de venir dire oui à 2020, à ce que j'ai à offrir au monde de aujourd'hui. Prendre sa place. Mm-hmm. Totalement. Et à ce monsieur qui est venu te trouver, as-tu pu répondre oui ou non ? As-tu gardé des souvenirs de toutes ces années d'interviews, ou sûrement des beaux moments, des choses qui t'ont fait grandir, qui t'ont appris des choses ? Est-ce que tu en as gardé quand même des traces, si ce n'est pas dans ton cœur ? Alors, oui, alors des souvenirs, j'en ai beaucoup. J'ai gardé même des traces un peu. Alors, tout ce qui est radio aujourd'hui, tu enregistres ce podcast avec du digital. Moi, à l'époque, je crois que mon premier flash radio, je dois avoir une cassette. Voilà, c'est le moment vintage de l'interview. Et puis j'ai quelques CD avec des reportages, des interviews. J'ai surtout beaucoup de moments de grands sauts dans le vide où, par exemple, animer une libre antenne sur Europe 1, pendant 3 heures, répondre à des auditeurs qui peuvent, pendant 50 minutes, 1 heure, déjà venir raconter leurs états d'âme. C'était déjà, ça me mettait en chemin vers l'accompagnement déjà. Il y avait déjà une forme de quelque chose qui était un peu déguisé, mais qui venait un peu me faire du pied, je dirais, sous la table. Quand j'interviewais les militaires qui rentraient blessés physiquement ou psychiquement en réalisation télé, il y avait beaucoup de mes interviews où les gens pleuraient, et où donc je sentais qu'il y avait déjà quelque chose un peu thérapeutique qui se mettait en place, malgré moi. J'entendais quand même les gens qui venaient interviewer, qui disaient que c'était pas vraiment une interview en fait, c'était quand même, il s'est passé autre chose. Donc il y avait toujours ce truc un peu le truc en plus. C'était pas tout à fait comme j'avais cru que ce serait, et en même temps c'était bien. Les gens étaient quand même contents, donc quand même. Parce qu'il faut le dire, en radio, on n'a pas l'habitude d'aller creuser, d'aller aider les personnes, d'aller vraiment répondre à leurs questions. On est là sur des timings très serrés, on répond toujours la même chose. Oui, et ce que j'entendais beaucoup en fait quand j'interviewais, c'était « Ah, c'est marrant, je ne l'ai jamais dit » ou « Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait le lien ». Et donc, en fait, c'est quand même des phrases qui sortent beaucoup en thérapie ou en accompagnement ou en stage d'évolution personnelle ou de connaissance de soi. Donc, comme si tu avais capté chez eux, chez tes invités, des choses que même eux n'avaient pas captées ou personne ne leur avait parlé de ça. C'est vrai, il y avait quelque chose, en tout cas, qui m'intéressait déjà dans ce pont, dans ce lien, dans ce qui est dit et dans ce qui ne l'est pas. Surtout. Comment est-ce que toi, alors, tu as décidé de partir des médias et d'en faire vraiment une porte ouverte sur la suite ? En fait, ça faisait un petit moment déjà que ça tournait un peu en rond. Je dirais que moi, vraiment, mon chemin autour du micro a été un chemin de guérison aussi à cet endroit-là. Pendant longtemps, j'ai d'abord tendu mon micro vers le monde en étant la reporter un peu qui allait faire des micro-trottoirs. Puis ensuite, le chemin a été de le rapprocher vers moi pour oser faire entendre un début de bout de voix. Et puis à ce moment-là, je ne l'utilisais pas encore vraiment à bon escient, puisque j'allais raconter les dépêches AFP, j'allais raconter être témoin du monde, mais surtout témoin du monde depuis une salle de rédaction. Donc c'est pas non plus être auprès du séisme ou de l'avalanche. Me faire juste l'écho de ce monde-là, à un moment donné, m'a beaucoup moins intéressée. Et puis,
c'était intéressant. C'est comme si la vie venait de temps en temps me chercher à des endroits et me dire « Attends, t'es plus tout à fait au bon endroit, on va te décaler. » Donc on va te mettre « Ah, tu vas venir te parler de santé. » Et puis « Ah, tu vas venir parler de développement personnel. » Et puis « Ah, tu vas vraiment venir en fait parler de spiritualité. » Je me souviens, c'est Bernard Werber qui était venu, l'écrivain qui était venu à une émission. Et on sort du studio et il me dit « C'est quand même dingue ce que vous faites. » J'ai dit « Ah bon ?» Et il me dit bah oui, en fait, j'ai jamais entendu quand même des gens parler à ce point-là de spiritualité sur une grande antenne. Il me dit c'est super, bravo de faire passer ces messages-là. On est nombreux à faire passer tous ces messages, mais bah, bravo d'oser en fait. Et il y avait quelque chose où lui avait senti les sous-entendus justement, ce qui est dit et ce qui ne l'est pas. Est-ce que cette radio, et puis en sortant, c'est l'opportunité de trouver ta voix, VOX, VOIE? Oui, j'aime bien cette phrase qui est le « libérer son jeu pour le mettre ensuite au service du nous ». À un moment donné, le costume est devenu un peu trop étroit. Je sentais que je me bridais, que je ne pouvais pas justement dire tout ce que je voulais dire, bon, j'avais envie d'aller plus loin. Envie d'être la couturière. Oui, et c'est vrai que c'est Lilou Massé, qui est venue à une émission et qui m'avait dit en fait bon, t'es encore là pour quelques temps, mais à un moment donné ça va s'arrêter et puis voilà, viens trouver d'autres terrains de jeu et des terrains plus vastes, plus grands. Et je trouve intéressant aujourd'hui de pouvoir justement aller vers le livre, vers la conférence, vers YouTube éventuellement, des podcasts, du dessin, de la peinture, vraiment cette multiplicité d'avoir toujours cette même essence du message, mais de choisir ce que je dis, à qui je le dis et de la manière dont je veux le dire. Ça, je trouve qu'il y a... j'admire ça vraiment beaucoup chez les êtres qui trouvent l'intelligence des situations, de la communication juste au bon endroit et dite pour que ce soit entendu. Je dis pas et je ne m'exprime pas de la même manière, peut-être même avec les mots, à quelqu'un que je rencontre à l'arrêt de bus ou dans une interview comme ça. Et à la fois, mon chemin est quand même que mon message soit entendu. Le message au service duquel je suis soit entendu par toutes ces personnes-là. Donc c'est intéressant et les mots et la médecine de la parole vient aider à cet endroit-là pour me laisser descendre les justes mots pour que ce soit compris. Oui, alors je ne sais pas si je ne vais pas aller trop vite en te posant cette question, mais on va en parler. Tu travailles particulièrement sur les traumas aujourd'hui avec différents outils. Et je me demandais si la prise de parole, tu viens de parler de la voix, des mots, etc. Est-ce que la prise de parole, les mots, oser retrouver notre voix et l'aimer et la dévoiler, ça vient aussi travailler les traumas ? Alors, les traumas, plus que travailler sur les traumas, parce que même le mot trauma est un peu galvaudé, on ne sait pas trop de quoi on parle. En fait, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'aller reprendre sa place et retraverser ou laisser rendre les responsabilités des vies de chacun pour reprendre la sienne de responsabilité de vie et éventuellement aller reprendre sa place et ainsi retrouver des espaces de créativité. Donc travailler les traumas, c'est réaliser à quel point je me suis accrochée pendant des années peut-être au trauma de quelque chose qui m'est arrivé peut-être ou dont je n'ai plus le souvenir ou que je porte pour une grand-mère ou qui suinte un peu dans mon arbre généalogique. Et parfois, le plus gros des travaux, c'est de réaliser, de regarder en face à quel point je me suis cramponnée à cette histoire-là, à quel point je me suis associée, voire assimilée, et j'ai épousé cette identité-là pendant tout ce temps. Et c'est ces petits déclics-là, ces petits verrous-là qu'il est intéressant de venir faire basculer. Je suis fascinée, et parce que ça a été mon propre chemin, de voir le temps que l'on peut et que j'ai pu passer à patauger dans une toute petite mare de boue sur un certain nombre d'événements de vie qui aujourd'hui, quand je les regarde dans le rétroviseur, sont somme toute pas si extraordinaires ou terribles que ça. Et puis il y a des vrais enjeux de décision aussi à un moment donné. Quand quelqu'un de 60, 70 ans vient et vous raconte le truc qui est arrivé à 3 ans ou à 5 ans ou à 8 ans, enfin,
est-ce que vraiment j'ai envie que ma vie ici et maintenant soit à nouveau déterminée, à nouveau dépeinte à ces couleurs-là du passé. Quand, dans les stages que je propose, on pratique le collage thérapeutique. Et en effet, c'est ces images en noir et blanc que je ramène, alors qu'aujourd'hui, on est dans du pixel, des millions de pixels par photo. C'est vraiment ça. C'est comme si je ramenais vraiment ces femmes qui ne pouvaient pas porter de jeans, de pantalons, ces femmes qui devaient épouser un homme vite avant 25 ans. Et c'est comme si je ramenais ça aujourd'hui. Et donc, le chemin le plus intéressant, à mon sens, est vraiment d'aller remercier, d'aller chercher cette ressource dans l'arbre, d'aller honorer les ancêtres, d'aller remercier ces femmes, ces hommes qui parfois n'ont pas eu le choix, ces jeunes hommes qui sont venus nourrir les rangs des soldats de 1870-14 et 39-45 et bien d'autres encore, d'aller honorer ces femmes qui étaient complètement sous la coupe de leur mari, qui n'ont peut-être pas choisi d'avoir le nombre d'enfants qu'elles auraient souhaité avoir, qui ont enfanté parce qu'il fallait enfanter. Et donc, je peux aussi aller chercher un ancêtre ressource dans l'arbre. J'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment. Moi, par exemple, pendant des années, je me suis beaucoup identifiée à mon grand-père maternel, qui a été un homme qui a perdu 2 fils, un très jeune à 4 ans et l'autre à 21 ans dans un accident de voiture, qui est un homme qui a passé 6 ans prisonnier de guerre, de 39 à 46, qui était un grand taiseux, qui est un grand dépressif, qui a vraiment été cette grande tristesse, solitude. Et moi, j'avais cette tristesse-là à laquelle je me suis un peu accrochée. C'est-à-dire, moi, dans ma vie d'âne, je n'étais pas triste fondamentalement, mais je me suis laissée beaucoup traverser par cette tristesse-là. Et je l'ai laissée venir me raconter son histoire et venir descendre dans le corps, dans peut-être parfois des choses que je rejouais dans ma vie, parce que j'avais acheté ces scénarios-là. Et dans tout ce travail d'abord reconnaissance de ce qui a été son parcours et ce qui est le mien, c'est-à-dire son parcours dans les années 40 et moi aujourd'hui, ici en 2010-2020, de bien distinguer, de dissocier. Parce qu'en fait, parfois, je peux être, on appelle ça en constellation et en transgénérationnel, en intrication avec l'ancêtre. Et je peux rejouer la vie de ma grand-mère, qui n'a pas rencontré d'amour ou qui était malheureuse en amour. Et je peux rejouer la vie de mon arrière-grand-père, qui, dès qu'il a monté une entreprise, a fait faillite. En achetant, en fait, le scénario à cet endroit-là. Donc ça, ça va être tout ce travail d'aller détricoter un peu ça, d'aller rendre les loyautés, d'aller rendre les responsabilités de vie, d'aller reconnaître que si le destin de cet ancêtre a été funeste, je me choisis à moi, aujourd'hui, un autre présent, et je choisis de me l'écrire différemment. Et puis, je peux ensuite aller chercher dans mon arbre un autre ancêtre ressource. Et moi, j'ai découvert récemment que mon arrière-grand-père paternel, Louis Gallo, pour le nommer, était réparateur de machines à écrire. Et moi qui suis vraiment dans un automne d'écriture et vraiment de descente dans l'encre et dans l'ancrage, je me relie pendant cet automne beaucoup à cet arrière-grand-père parce que je choisis de venir honorer sa mémoire et de venir lui dire toi qui as permis à tant de gens de continuer d'écrire, de rajouter des touches là où il en manquait, viens donc m'aider, viens donc m'insuffler ce qu'il y a à écrire. Merci beaucoup parce que tu nous as déjà donné beaucoup d'informations là. Je pense qu'on a déjà bien compris, mais si du coup toi tu mettais une définition sur le trauma, reprenons peut-être la base. Quelle serait la définition que tu en donnerais aujourd'hui ? Le trauma, alors il y a plein de définitions scientifiques, médicales. C'est vraiment un événement qui a un impact sur la vie de quelqu'un. Mais j'ai envie de dire, il y a les petits, les moyens, les gros traumas. Et un petit trauma pour l'un peut être un gros trauma pour l'autre. Alors, on dit qu'il y a les grands traumas que sont la naissance, évidemment, c'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Ce passage qui a été, pour certains, plus ou moins bien vécu, qui a été plus ou moins bien assumé, validé, accepté. Et puis, il peut y avoir, évidemment, une rupture, un licenciement, la mort d'un proche, plus ou moins jeune, un accident, un attentat. Et puis, il peut y avoir les petits et moyens traumas qui sont
j'ai été oubliée sur un banc d'école, j'ai pas été prise dans l'équipe de foot, j'ai subi du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. J'ai traversé une place publique avec ma jupe remontée dans mon pantalon, où je suis allée à un entretien et je me suis renversé un café dessus et je me suis sentie jugée, et c'est venu appuyer sur le trauma d'avant, en fait, parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est que, évidemment, ce sont des poupées russes, c'est un meuble à tiroir qui ne fait qu'en ouvrir, et quand je touche du doigt que le haut de mon iceberg, le trauma ou l'épisode dit traumatisant que je crois vivre ici et maintenant, et peut-être évidemment une forme d'élastique qui me ramène à le trauma d'avant. Moi, je me souviens, j'avais fait de l'EMDR à une époque, et de réaliser à quel point ce que je vivais à ce moment-là de ma vie, j'avais 25 ans, n'était que répétition. Et j'avais fait toute la liste de tous ces moments qui me ramenaient exactement, non pas au même endroit, mais en fait à vivre le même sentiment, la même émotion. Et que ça avait pu être, mais vraiment dans des espaces totalement différents, parfois seul, parfois à plusieurs, parfois au boulot, en perso, en vie de famille. C'était édifiant, en fait, de mettre de la conscience là-dessus. Et c'est vraiment d'abord ce chemin-là, plutôt que travail, ce chemin-là d'aller vraiment écarter les ornières, d'aller ouvrir l'espace des possibles. Du coup, est-ce que ce serait de revenir à la grande poupée russe ou la plus petite? Du coup, j'imagine que c'est la plus petite, celle qui est vraiment à la source, et qui va, du coup, une fois qu'on l'aura déterminée, qui va annuler à peu près tout ce qui va suivre, qui va faire que le reste n'a plus d'importance parce qu'on est venu soigner le trauma d'origine, ou pas forcément? Alors, il y a le trauma d'origine, et alors, souvent, en tout cas ça a été mon chemin, je me suis raconté que ça y est, enfin, j'avais été jusqu'au trauma d'origine. Et en fait, il y en avait toujours un derrière. Donc, j'aimais bien dire que plutôt que de développement personnel, l'histoire, c'était peut-être quelque chose de l'ordre du développement perpétuel. Et qu'il y avait vraiment cette histoire, voilà, de boucle qui remontait très loin, bien plus grand, bien plus loin que peut-être cette incarnation-là, si on y croit. Et donc, voilà, qu'on pouvait vraiment même aller chercher des traumas d'ailleurs. Ouais. Et tant qu'ils n'étaient pas apaisés, résolus, clarifiés, je pouvais, à un endroit, peut-être acheter la croyance qu'il me fallait les revivre dans la situation. Une fatalité. Oui. Ouais. Que je ne pouvais pas y couper ou que je ne pouvais pas y échapper. Puis il y a les blessures qui viennent alimenter j'ai jamais de chance, les gens sont injustes tout le temps, etc. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en effet, si je rajoute en plus les mots dans la marmite d'une forme déjà de combo intéressant qui serait une légende familiale. Oh, dans la famille, les artistes meurent sous les ponts. Dans la famille, de toute façon, de toute façon, tout le monde a toujours divorcé au bout de 5 ans. Voilà, ces phrases comme ça, entendues. Dans la famille, de toute façon, on n'est que médecin, ou que militaire, ou personne n'a jamais monté sa boîte. Il n'y a que des salariés. Voilà, ces croyances-là qui tournent, qui sont des phrases terribles, qui, si je les achète, toujours ça, si je m'y accroche, si je m'y cramponne, vont évidemment créer et co-créer avec ma volonté, ma réalité. Alors j'ai plusieurs questions. Peut-être la première, le trauma, si on revient à ce mot, ça veut dire qu'on a une situation qu'on a mal vécue, qui nous a procuré des émotions, et ces émotions se sont cristallisées en nous, entre guillemets, ce serait ça? Elles se seraient venues faire comme un amas et qui serait une douleur en fait en nous? Oui, alors pendant longtemps j'ai cru que ça n'était que ça. Et là encore, pour ne parler que de mon expérience et de ma croyance, et donc de ma vérité, ça n'est pas la vérité mais c'est ma vérité, j'ai compris pour moi-même en tout cas que pendant longtemps j'avais remis justement les clés de mon véhicule intérieur dans ce j'ai été impactée par. Donc c'est comme si je vraiment filais mes clés de bagnole, mes clés de vie à ce truc-là du ça m'est arrivé, donc un peu Calimero, un peu c'est trop injuste, la vie est difficile et je m'auto-flagelle et on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait. Et quand j'ai compris que parce que je continuais de nourrir ça et parce que je continuais de m'y accrocher, évidemment je remettais une couche, une partie gratuite dans tout ça, j'ai compris à quel endroit était mon pouvoir et à quel endroit nous co-créions et je co-créais, j'alimentais encore, je remettais une bûche dans le feu en fait.
Donc je dirais que oui, il peut se passer ce qui se passe. L'extérieur peut venir me dire comment je suis à l'intérieur. Et si j'accroche en disant ah bah donc l'extérieur a raison et je m'y accroche si c'est donc bien ça, et en effet, et à chaque fois on me pille, on m'agresse, on me reconnaît pas ma juste valeur ou quoi au caisse, évidemment je ne fais qu'alimenter ça. Donc c'est ce lien entre que me dit l'extérieur qui me parle de l'intérieur, et cet endroit de l'intérieur où je peux changer évidemment ma réalité à l'extérieur. Je me souviendrai toute ma vie d'une thérapeute j'avais fait une très mauvaise rencontre un jour dans la rue, et en fait et j'étais revenue la voir en larmes en disant ah bah voilà encore c'est encore ça, le monde est hyper violent, agressif, etc. Et elle me dit bon bah oui, alors tu peux encore choisir de passer 6 mois là-dessus et de pleurer là-dessus pendant 6 mois et de dire ah oui mon pauvre rôle de victime, ou de ok tout de suite le déclic, tout de suite tu switches en bon français de France pour aller vers quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Et où est ma responsabilité ici que je peux prendre? Quelle est l'empreinte que cette personne-là extérieure est venue renifler chez moi? Et donc cette empreinte, à moi de venir la regarder à la loupe et de regarder à quel point elle est encore si forte. Qu'est-ce qu'elle a du toucher? Qu'elle attire à elle encore ces situations-là. Ouais. Donc je reprends ma responsabilité. Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi des hommes qui ne sont pas disponibles? Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi le fait que la croyance que je ne suis jamais aidée dans quelque entreprise que j'entame ou j'amorce? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Donc plutôt que de se dire ah tu sais. Oui, parce que ma question initiale se portait aussi sur cette idée de quand quelque chose revient, remettre une couche, comme tu dis, ou remettre un jeton dans la partie, de cette idée de, ok, au lieu de le stagner et de le conserver et d'en faire une couche bien dure, on va le remettre en circulation pour au moins ne pas accumuler cette nouvelle couche et peu à peu pouvoir mettre les autres couches de nouveau en circulation et peu à peu sortir le trauma de nous-mêmes. C'était ma proposition de voir, est-ce que déjà ça te parle? Alors ça me parle parce qu'en fait, l'art, par exemple, l'art-thérapie même, moi, a été un chemin justement de proposer une forme de pot d'échappement à ça. De faire sortir de quelque manière que je pouvais. Alors ça pouvait être par de la peinture, par des petits mots que je donnais aux gens, vraiment de me dépêtrer, de démêler cette pelote que j'avais, d'essayer de transmuter, d'alchimiser ça pour transformer en quelque chose de plus joli en fait. Il y avait ça sur lequel j'avais les lunettes à l'époque, vraiment des lunettes noires sur ces faits et ces événements que je regardais vraiment de manière extrêmement triste et extrêmement victimisée. Et il y avait quand même une part de moi qui de plus en plus se réveillait et qui avait envie d'aller transmuter ça et de l'offrir au monde. Et puis aussi dans justement cette répétition dont tu parles, il y a ce fameux livre d'Inasio qui s'appelle « L'inconscience et la répétition ». Et donc c'est vraiment pour dépasser ce trauma, on dit que la première étape c'est d'abord de regarder ce qui se répète. Qu'est-ce qui se répète, et de pointer du doigt, d'identifier dans sa cartographie intérieure là où ça se répète, là où en permanence je me laisse abandonner et donc je me lâche la main à moi-même, ou là où en permanence je me laisse traiter de cette manière. Voilà, donc toujours reprendre sa responsabilité à cet endroit-là. Et donc parfois je peux répéter de manière inconsciente, ensuite mettre un peu davantage de conscience, et à ce moment-là je peux être dans une forme de réparation. Et quand je suis dans une réparation, alors j'ai déjà fait le pas de côté, je dirais on est vers du mieux, et à la fois je suis encore agie par le trauma, l'histoire familiale, l'événement, puisqu'évidemment je me construis en opposition ou en adéquation par rapport à ça. Et donc l'idée c'est de faire le troisième pas de côté pour aller vers la voie du milieu. Donc cette troisième voie à écrire, mais ça prend du temps. Tout à l'heure, quand tu nous as bien expliqué ton travail aussi, j'avais cette visualisation de l'arbre. Tu nous as parlé beaucoup de nos vies antérieures, éventuellement, en tout cas de nos ancêtres. Et moi, j'ai eu cette vision du coup de l'arbre où peut-être, on est l'arbre tout entier, évidemment. Et dans cet arbre, il y a aussi des branches qui sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos vies antérieures, peut-être dans nos racines, etc. Et c'est peut-être une proposition d'aller voir, est-ce que là, ça m'appartient, ou est-ce que c'est une fleur morte ou qui n'est plus la mienne, qui n'est pas ma branche? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus par rapport à l'arbre qui a quand même une symbolique assez importante dans ton travail? Oui,
Alors moi, j'aime beaucoup parler de l'arbre en soi, parce qu'il y a l'arbre au-dessus et l'arbre que je porte en moi. Donc en effet, qu'est-ce que j'ai choisi de prendre dans cet arbre? Et ce sur quoi j'ai choisi de mettre mon énergie ou mon appui, c'est ce que je partageais tout à l'heure avec ce grand-père très triste, dépressif, auquel je me suis accrochée, agrippée, mais qui a un peu pris, je dirais, beaucoup de place dans tout le reste de mes ancêtres, et où aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, j'ouvre un peu plus mon champ de vision sur, en fait, oui, je suis issue de cet homme-là, de cette vie-là, mais aussi de tout le reste. Et surtout, je crée aussi aujourd'hui ma propre réalité à moi. Anne Ancelin Schutzenberger, qui est vraiment la grande papesse du transgénérationnel et de la filiation, qui a écrit ce best-seller qui s'appelle « Aïe mes aïeux », sous-entend qu'il y aurait vraiment cette douleur de l'arbre qu'on porte chacun et qui est tout le temps dans ce trauma répétitif. Et moi, j'aimerais bien écrire, peut-être que je l'écrirais, ce « Merci mes aïeux » aussi, vraiment d'aller chercher ça, d'aller remettre du contexte aussi dans tout cela. Dans les stages que j'anime, j'aime bien aussi ce temps de cérémonie aux ancêtres, d'aller visualiser ces femmes qui avaient les mains, les mains de la terre, qui avaient peut-être des sabots aux pieds. Et aujourd'hui, moi, j'ai un pantalon et je peux monter à cheval, faire du vélo. Je peux choisir de me marier, pas me marier, d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, d'en avoir quand je veux, si je veux, de choisir. Moi, j'ai changé plein de fois de métier. Enfin, j'ai voyagé toute seule. Voilà. Et je suis pleine de reconnaissance pour les femmes de ma lignée. Porter aussi leur victoire et pas seulement ce qui n'a pas fonctionné. Et les remercier d'avoir été ce qu'elles ont été à cet endroit-là, et d'entendre aussi à quel point les ancêtres peuvent pousser pour que quelque chose de l'arbre soit réalisé, quelque chose de l'arbre soit dit, transmuté, réalisé. C'est de ça dont ils ont envie, les ancêtres. Ils ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues. Ils ont aussi envie que l'âme familiale se réalise dans la matière, descende et s'incarne. Et donc, je peux me raconter et me cramponner. Moi, je suis fascinée. Parfois, il y a des personnes qui viennent en accompagnement qui disent « Oh là là, mais je suis d'une famille maudite. Je suis d'une... J'ai choisi la famille dans laquelle je suis arrivée. J'ai choisi de venir travailler, œuvrer, élaborer, décortiquer, mettre de la lumière à tous ces endroits-là. Et donc, mais quel magnifique chemin. Moi, mon chemin a été vraiment du silence à la voix. Et évidemment que ma mère a une main devant la bouche, que ma sœur, qui est psychologue, a travaillé aussi sur le syndrome post-traumatique, que mon grand-père était appelé le grand taiseux. Et c'est magnifique aujourd'hui pour moi d'avoir un micro dans la main et de parler avec toi. Quelle victoire! Aussi pour la petite fille très muette que j'étais, qui vient de la langue des signes. Et donc, je sens, moi, vraiment tous mes ancêtres derrière moi qui poussent pour que une femme puisse parler, pour que toutes ces femmes qui n'ont pas dit puissent dire aujourd'hui. Et donc, plutôt que le silence et les points d'interrogation dans l'arbre, que je suis allée éclairer, ce temps d'éclairage et d'aller comprendre l'histoire, et donc ce temps d'enquête. J'ai beaucoup enquêté, c'est aussi pour ça que j'ai été journaliste, mais parce que j'ai aussi beaucoup passé du temps dans des archives départementales, nationales, dans des registres d'état civil, où je suis allée faire la lumière sur des secrets de famille, sur des histoires qui n'étaient pas tout à fait comme on me les avait racontées, et qui en effet étaient le mobile de mon ambition journalistique, mais que je n'avais pas vue à cet endroit-là. Et je crois vraiment que ce métier-là a été choisi de manière totalement inconsciente, et qu'une fois que j'ai pu mettre de la conscience sur le pourquoi du comment, c'était fini en fait, j'étais plus journaliste. Mais donc voilà, vraiment sentir à quel point je peux me laisser porter et me sentir soufflée et portée par les ancêtres. On voit bien cette idée de l'arbre qui monte et qui s'élève en fait. Les ancêtres, ils sont en bas en fait. Oui, les racines. Les racines. Et puis il y en a qui vont mourir, qu'on va laisser sur le côté, qui vont moins nous porter que d'autres, et d'autres qu'on va grossir un peu plus, et c'est à nous de choisir lesquels on grossit, ce serait ça? Oui, j'aime bien, c'était une phrase en anglais, mais alors en français c'est « la pelouse est toujours plus verte là où je choisis de l'arroser ». Et là encore, en effet, si je choisis vraiment de me consacrer que aux femmes déportées, abusées, etc. Et c'est important d'aller faire la lumière sur toutes ces histoires-là, mais je peux aussi choisir de venir transmuter ça, moi, ici et maintenant, en 2020, et de quelle manière je le fais.
L'art est un des terrains, la communication, l'écriture, la parole, la transmission, l'éducation. De réaliser que peut-être dans ma lignée, les femmes n'ont pas eu accès à la connaissance. Eh bien peut-être que moi, je serai une éternelle étudiante et que je vais monter des écoles et des formations en ligne et je vais transmettre et rendre accessible au plus grand nombre ou à des plus jeunes filles peut-être quelque chose qu'il a cruellement manqué dans mon arbre. Et donc à quel endroit je vais peut-être venir pouvoir réparer. Et puis peut-être qu'à un moment donné, une fois que j'aurai eu le sentiment que la réparation avait pris son temps et eu son temps, ben peut-être qu'en fait, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir vraiment libérer mon jeu et le mettre au service du nous. C'est être en quelque sorte déloyal par rapport aux histoires qu'on n'a pas envie de porter. C'est faire un choix à un moment donné. C'est reconnaître que je suis issue de cet arbre-là, de cette mémoire familiale, et puis à un moment donné, décider. Et c'est pour ça que dans les constellations familiales, dans ces sortes de jeux de rôle, qui sont bien plus que ça évidemment, mais pour schématiser, j'aime beaucoup venir faire agir la médecine de la parole et donc faire poser ces phrases qui disent je te rends la responsabilité de ta vie et je reprends la mienne. Et donc certes, tu es ma grand-mère, voilà, certes, tu es ma mère, tu as fait les choix que tu as voulu, que tu as pu peut-être, mais que tu as voulu. Et donc aujourd'hui, moi, je reprends mon bâton de pèlerin, je reprends ma part de vérité et je reprends mon chemin à cet endroit-là. Donc c'est vraiment ces endroits d'aller couper ces liens d'attachement pour garder le lien d'amour inconditionnel et reprendre et se remettre dans sa direction, se remettre dans son mouvement de vie. Oui, tout en bienveillance, en disant c'était ok pour toi, mais c'est pas ok pour moi. Et donc ça n'enlève pas l'amour que je porte à mon arbre aux générations passées, mais j'ai le droit de faire ma propre branche. Oui, il y a ces phrases aussi qui sont dites, c'est si je l'ai fait par amour. Mm-hmm. Et donc, ça peut être pendant longtemps, papa, je te suis restée loyale et donc je ne suis allée rencontrer que des hommes qui ne t'arriveraient pas à la cheville et avec lesquels j'allais tout mettre en place pour que ça ne fonctionne pas. Et si je l'ai fait par amour. Et aujourd'hui, je te rends la responsabilité de ta vie, je reprends la mienne et je m'offre un nouveau destin. Et je m'écris un nouveau présent. Alors, on a parlé des constellations familiales, mais est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux rappeler un petit peu ce que c'est et comment ça vient justement dans la libération des traumas, dans la libération de notre arbre, etc. Les constellations familiales. Alors, c'est un terme un peu bizarre comme ça ne parle pas du tout d'astrologie. C'est vraiment c'est la manière de mettre à l'extérieur, un peu au milieu de la pièce, ce que je sens bizarrement au fond de moi depuis un temps. Donc, ça permet de venir mettre dans la matière un truc que je sens qui cloche, un truc qui se répète, mais où je ne comprends pas bien pourquoi en permanence ça tombe sur moi, ou pourquoi, voilà. Et donc, je vais venir sortir avec parfois des objets ou parfois des êtres qui vont jouer le rôle de la maison qui ne se vend pas, le rôle de cet amoureux qui ne vient pas, le rôle de l'entreprise qui périclite, enfin voilà, qui vont venir un peu incarner dans une forme de jeu de rôle bien plus large que ça, bien plus vaste que ça, puisque on rentre dans le quantique. Ça fait beaucoup appel à l'énergie quantique et au fait que nous sommes tous reliés et que nous faisons partie d'un grand tout. Les constellations familiales, elles partent du fait qu'une constellation, c'est je relie un point A à un point B qui se relie lui-même à un point C, etc. Et que, en effet, on fait tous partie d'un système. Je fais partie d'un système de naissance. Nous deux, là, autour de ces micros, on vient de co-créer un système à deux. Si quelqu'un rentre dans la pièce, il y aura un nouveau système qui va être un système à trois. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. On est tous partie prenante de systèmes très différents. Si le bon duo de copines d'un coup éclate et qu'il y en a une qui va rejoindre un autre groupe, voilà, c'est d'autres systèmes qui vont se passer. Quand dans un groupe de copines d'enfance, il y en a une qui se marie, et ben, d'un coup, ça change toute la donne. Et on a tous vécu ces moments un peu bizarres où, tiens, dans le service, ça a changé depuis qu'un tel est arrivé, que l'autre est parti à la retraite. Voilà. Donc ça parle de ça. Et ça parle, et c'est là que ça rejoint le chamanisme aussi, ça parle d'équilibre et de déséquilibre. De qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, quand on vient se saisir des constellations, on vient demander pourquoi il y a des équilibres, pourquoi il n'y a pas d'enfants qui viennent dans ce couple,
de maternité. Pourquoi la maison ne se vend pas? Pourquoi il y a un blocage éventuel avec l'abondance, la richesse? Pourquoi est-ce que les livres ne se vendent pas? Pourquoi? Voilà. Donc on vient avec une question, et ça c'est vraiment de tout temps, hein, dans les villages, il y a très longtemps, même il y avait comme ça, quand il y avait un problème, un gros point d'interrogation, on se rassemblait et on allait un peu essayer de comprendre pourquoi les récoltes n'étaient pas bonnes cette année, qu'est-ce qui s'était passé. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, beaucoup plus près de nous, qui est décédé il y a quelques années, qui est un ancien prêtre allemand qui a un peu statué ça. Voilà. Mais je dirais que c'est comme les 4 accords Toltec, c'est pas Miguel Ruiz qui les a écrits, hein, c'est ancestral, ce sont des connaissances ancestrales. C'est comme Lise Bourbeau et ses 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle n'est pas l'autrice de ces livres-là. Voilà, ce sont des choses qui sont canalisées et bien plus grandes. Voilà, donc les constellations, elles se pratiquent en individuel ou en collectif, et où donc quelqu'un vient exposer sa problématique, ou en tout cas ce qui l'agite en ce moment, et va ensuite aller choisir dans l'assemblée quelqu'un pour représenter éventuellement sa mère, sa fille, son mari. Et on va laisser les uns et les autres se laisser agir par donc bien plus grand. Et donc éventuellement par des mouvements qui seraient des mouvements qui interviendraient à l'intérieur de cette personne-là, et on revient à l'arbre en soi, et qui là d'un coup sont comme décollés dans la pièce. Et la personne qui vient consteller pour sa propre histoire va donc regarder les forces contraires parfois qui s'opposent à l'intérieur. La partie de lui ou elle qui dit oui au projet, la partie de lui ou elle qui a très envie de se reposer, qui n'a pas du tout envie d'y aller, la partie de lui ou elle qui dit de toute façon ça ne marchera jamais, et donc qui a acheté une croyance familiale peut-être à cet endroit-là. Et donc on peut aller regarder voilà, ces sous-parties. Moi j'aime beaucoup l'idée qu'on soit des boules à facettes. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ces sous-parties de soi. Voilà, c'est un médium de chemin d'évolution personnelle, en fait. Merci, parce que je pense que ça va éclairer quand même pas mal de monde, même si je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir assister, d'aller voir, hein, c'est comme pour tout, c'est par l'expérience aussi, de faire le travail, ça reste ça. L'idée, ça reste d'éclairer ce qui a besoin de l'être. Oui, de mettre en lumière. Et ce qui est très intéressant avec les constellations, c'est que parfois, il y a quelque chose qui ne va pas sortir tout de suite, qui interviendra peut-être au bout de la 2e ou 3e constellation. Et c'est en ça que je trouve cela magnifique. C'est-à-dire que l'inconscient est notre meilleur ami, c'est notre garde-fou. Et que si je ne suis pas prête ou prêt à regarder en face quelque chose, l'inconscient ne va pas du tout me l'envoyer dans la constellation. Ce sera en dehors. Et donc c'est très intéressant de voir, par exemple, parfois en individuel, des gens qui viennent et qui... Moi je travaille avec des morceaux de papier et qui vont mettre plein de noms. Ils vont dire « non, il faut que je mette lui et elle aussi, parce que je voudrais voir ce qui se passe avec lui ». Et en fait, l'inconscient va venir raconter une toute autre histoire. Parce que peut-être qu'il a des choses à faire comprendre sur les personnages qui sont écrits sur ces papiers, mais au-dessus de tout ça, en grande priorité, visiblement, ici et maintenant, pour cette personne, il a d'autres messages à lui faire passer. Et donc, ça nous invite à beaucoup d'humilité aussi. À nous rappeler à quel point nous sommes êtres de peu de conscience dans notre ego. Et que, voilà, dès que j'ouvre la porte de l'inconscient, et c'est pour ça qu'évidemment tous les accompagnements autour de l'inconscient sont extrêmement puissants, parce qu'ils ouvrent la porte, et si je choisis d'aller vers ces accompagnements-là, c'est que je choisis d'aller vers vraiment qui je suis profondément. Et donc d'aller regarder les ombres et d'y mettre de la lumière, mais d'aller aussi regarder les magnifiques pépites qui se cachent derrière ces ombres-là. Mais si je reste en surface avec ce que je crois vrai de moi et véritable et vérifié de moi, je reste dans un tout petit précaré qui peut être cette mare de boue dont je parlais au début, donc qui peut être cette espèce de forme de confort inconfortable, un peu à l'étroit, avec une histoire familiale que je me raconte depuis des années, et personnelle, individuelle, et un champ des possibles extrêmement restreint. Et quand je choisis vraiment, et quand je commence à renifler et à sentir qu'en fait, il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand, plus léger, plus scintilleux, plus
plus pour le monde aussi, qui me sort de mon nombril aussi à cet endroit-là. Et donc c'est vraiment ça, cette idée de libérer son jeu pour le mettre au service du nous. On nous a raconté que le développement personnel, c'était moi, me, myself and I, mon ego, mon nombril, et moi comment je vais mieux, et moi comment je médite, et moi comment, etc. Mais non, le but c'est que, et vous avez tous, et on a tous eu ça, la bonne copine qui en permanence se plaint. Mais n'en fait rien. Et n'en fait rien. Oui. Et donc, si je vais mieux, donc c'est pour ensuite aller guérir le monde. Je me souviendrai toute ma vie, j'avais été dans l'ashram Dhamma en Inde, et à l'époque, j'étais vraiment pas très en forme, mais je pleurais beaucoup, et je voyais tous ces gens qui étaient là, et je pleurais, et il y a un type qui était un ostéopathe, je crois, et qui était venu me voir, un Français, et qui m'avait dit « Mais t'as pas compris encore ? Le but, c'est d'aller mieux, et ensuite, c'est de guérir le monde. » Je dis « Ah oui, mais donc en fait, ça n'a jamais de fin. » Il me dit « Bah oui. » Et oui, on est là pour autre chose encore que ce qu'on imagine. Est-ce que les constellations familiales, du coup, ça vient en parallèle, ou comment tu mets les mémoires transgénérationnelles ? On parle beaucoup de ça. Est-ce que c'est exactement la même chose, ou est-ce que c'est un peu différent ? Oui, alors elles peuvent venir et s'exprimer quand un ancêtre peut s'inviter à la fête, je dirais, ou profiter de cet espace de communication avec l'invisible que proposent les constellations pour venir délivrer un message. Parfois, il n'y a pas forcément de mots, ou parfois il y a une bénédiction, parfois il y a une protection, ou parfois il y a un réagencement des places. C'est ça qui est très intéressant, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de une forme de Tetris un peu, un Tetris dans l'invisible qui revient mettre, c'est des mouvements comme ça qu'on descend, comme un escalier en colimaçon qu'on descendrait à l'intérieur, et où je vais venir ouvrir une fenêtre un peu, faire un courant d'air, aérer, vider un sac poubelle. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'écologie intérieure, évidemment. Et donc, mémoire, parfois un chant de tambour à ce moment-là peut sortir. Moi, j'ai des hochets chamaniques. La sauge est vraiment grande guérisseuse dans ces espaces-là aussi, où elle vient faciliter les mots, la parole, libérer le chakra de la gorge à cet endroit-là, et permettre que des parents dans le visible ou dans l'invisible puissent dire à leurs enfants, et vice-versa. Donc il peut y avoir des outils qui viennent en soutien. Oui, c'est ça. De ce qui se libère et de ce qui a à être libéré. Ce que je trouve très intéressant dans les constellations, c'est que ça reprend le même langage que les rêves, puisque ça parle d'inconscient, et que donc on est beaucoup aussi dans la symbolique. Moi, je prends beaucoup de pincettes aussi dans ce qui émerge des constellations, sur lequel on peut plaquer beaucoup d'interprétations. Et donc, alors ça, ouais, les interprétations, il y a beaucoup de gens qui disent « Donc, en fait, là, si elle dit ça, ça veut dire qu'il s'est vraiment passé ça chez mes ancêtres. » Je mets beaucoup de pincettes et beaucoup de mesures et de distance par rapport à ça, où le plus important est qu'il y ait libération, et qu'il y ait reprise de sa responsabilité, reprise de son mouvement de vie, reprise de sa joie, reprise de sa liberté. Je ne vais pas poser la question tout de suite, mais on y viendra au flot. Je voudrais d'abord passer à une dernière partie de cette interview. Tu as quand même, à côté de ça, lancé un autre projet qui te tient très à cœur, et j'ai quand même envie d'en parler. Ça s'appelle « Merci à un inconnu ». Ça parle beaucoup de gratitude. Oui, c'est vrai qu'en développement personnel, et là encore, je mets encore beaucoup de guillemets, on parle beaucoup de gratitude, mais de gratitude pour soi, où on invite chacun à, le soir avant de se coucher, se remémorer les 3 meilleurs moments de la journée. Là, l'idée, c'est de faire le cran d'après, et d'aller vers le monde, justement. Et justement, on est toujours dans ce « libérer votre jeu » pour le mettre au service du nous. Et donc, d'aller vers l'extérieur dans ces temps où on nous demande en permanence de revenir à l'intérieur, mais de rester conscient. Moi, je trouve qu'il y a tellement... le vivre ensemble est un peu chahuté, je dirais, ces derniers temps. Et donc, d'aller mesurer à quel endroit je peux impacter le monde. Et je peux impacter le monde avec une phrase, avec un regard, avec... un soutien. Ça a été mon chemin, moi, de guérison, de me sentir soutenue à des endroits où j'avais cru être abandonnée totalement. Le premier des inconnus, et c'est pour ça que c'est le premier message du conte, c'est ce monsieur qui, à l'âge de 23 ans pour moi, est resté à côté de moi sur ce quai de métro quand j'avais des idées noires. Et puis ensuite, ces inconnus ont été vraiment... j'ai beaucoup voyagé toute seule, sac à dos, pendant ma vingtaine, et j'ai eu beaucoup de gens, évidemment, qui m'ont sauvée, dépannée, hébergée, et même par une phrase
dans un train sont venus me remettre sur le bon chemin ou me dire où j'en étais. Ce sont ces chroniques-là que je raconte beaucoup aussi dans Psychologie Positive magazine et puis dans Happiness. Voilà, ces chroniques de ces rencontres, en fait, de l'inconnu, du geste désintéressé, de celui ou celle que je ne croiserai peut-être que quelques secondes ou quelques heures et qui va venir me dire où j'en suis. Échanger l'histoire. Échanger l'histoire. Et venir... Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas, ça peut sauver des vies. » Et j'aime beaucoup moi qui ai beaucoup pleuré dans le métro, adolescente, avec l'impression que personne ne me voyait, dès que je vois quelqu'un qui est triste, vraiment venir dégainer un paquet de Kleenex avec un petit mot. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans ma cage d'escalier. Je suis sortie avec la boîte de Kleenex et j'ai gravi les escaliers. Enfin, vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est... où ça peut même être un jeu, en fait. Et ce que je trouve très intéressant dans ce conte, donc, qui au départ était un peu un projet de hashtag, ça avait déjà commencé avec les textopolitains, qui étaient ces petits mots que je donnais dans le métro en 2011, vraiment d'aller au contact de l'inconnu, comme ça, d'aller chercher ce lien-là et le nourrir. Et en fait, au moment du confinement, j'ai vraiment eu l'intuition très forte qu'il fallait que ce soit un compte Instagram. Donc, je me suis exécutée, j'ai travaillé ça et j'ai trouvé intéressant sur la forme de narration ce que Instagram peut proposer, c'est-à-dire en 2-3 phrases, comment d'un coup, tout de suite, on est dans une ambiance. Et puis, ça fait vraiment boule de neige très rapidement, puisqu'en 6 mois seulement, il y a 118 000 personnes là qui suivent le compte, que je reçois des centaines de messages par jour, de gens qui me racontent leurs histoires sur des lignes et des lignes ou dans des messages vocaux et que je remets en forme du mieux que je peux, voilà, en 2-3 phrases. Et surtout, je suis profondément touchée par tous ces gens qui disent d'abord merci parce qu'en fait, je ne savais pas comment œuvrer pour le monde aujourd'hui. Et ça me donne plein d'idées. Donc, j'aime cette idée de petite armée de bisounours, la Love Army un peu. Voilà, de qu'est-ce que je peux faire en fait. Et toutes ces petites choses que je peux faire. J'entends beaucoup de messages d'espoir et le compte est beaucoup suivi par des plutôt jeunes pour lesquels l'horizon est quand même à inventer. Voilà, ça peut venir nourrir à cet endroit-là. J'entends aussi l'endroit où ce conte peut faire office de devoir de mémoire aussi, de petits rappels de souvenez-vous en fait. Souvenez-vous dans tout ce qui se ferme à des endroits, souvenez-vous qu'en fait ça peut être ça derrière. Et donc, oui, la lumière aussi. Oui, d'aller regarder comment... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même en relisant certains messages, je me dis, mais aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, ce serait peut-être compliqué. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un espace dans lequel c'est scellé, en fait. C'est dit, c'est archivé. Et donc, comme vraiment, voilà, un devoir de mémoire positive. Il est temps. Est-ce que aussi, peut-être, ça peut aider à commencer à soigner nos traumas, en tout cas ne pas en faire de nouveau. Non seulement l'inconnu qui est venu nous aider à ce moment-là, mais le fait de le remarquer. Merci, parce que quand on dit merci, c'est reconnaître ce qui a eu lieu. Tout à fait. C'est reconnaître, c'est dire au revoir aussi. C'est honorer. Et c'est donc libérer l'autre pour qu'il puisse aller peut-être remercier ou aider ou solliciter un autre inconnu. Et donc, je trouve intéressant aussi cet égrégore positif que ça crée. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur compte d'Instagram parce qu'en fait, il y a beaucoup de comptes très négatifs. Et dans ce souci des mots, vraiment auquel je m'accroche, je trouve très intéressant d'aller dire merci et d'aller souligner. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben moi, j'ai pas d'inconnu à remercier ». Et puis qui, 3 semaines après, m'envoient un message « Si, ça y est, j'ai retrouvé ». Et parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils ont regardé, et parce qu'ils ont choisi d'aller mettre leur conscience et leur vigilance sur ces espaces positifs, heureux, lumineux. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui dénoncent, qui pointent du doigt, qui servent d'autres causes. Et je suis heureuse de... Voilà, ça me demande du temps, de l'énergie. Et je suis heureuse de mettre mon temps et mon énergie à cette essence-là. Oui, et puis il n'y a rien à faire. On voit aussi ton côté d'aller apporter ces couleurs et cette vie
Oui, d'aller mettre de la vie aussi sur, derrière cet écran, voilà, les réseaux sociaux, on les dit beaucoup asociaux. Et là, je crois pas. Il y a vraiment quelque chose qui rassemble, en fait. Et c'est bien plus qu'un compte Instagram. Depuis le début, en fait, je sais que c'est un mouvement, mais vraiment, et j'aime ce mot mouvement. Et dans mouvement, il y a aussi quelque chose de militant. Et je crois que c'est politique. Et je pense qu'avec ce qui se passe, l'idée est de devenir politique, mais au sens police, du grec, et d'être dans la cité. Moi, j'aime beaucoup cet espace pas forcément fuir en forêt. J'ai toujours beaucoup, dans ces transmutations un peu artistiques, été dans ce bitume, dans cette frénésie, dans cette énergie et décharge de la ville. Et je me souviens que les chamans mongols que j'avais rencontrés m'avaient dit, mais en fait, toi c'est bon, t'as capté tes trucs en Mongolie, mais en fait c'est ici qu'ils ont besoin de toi. En fait, t'as pas besoin d'aller te mettre dans un ashram pendant des années ou d'aller te retirer en forêt. C'est dans ces espaces-là, et donc peut-être dans un endroit un peu inattendu comme les Instagram, qu'il y a des endroits où on peut aller brandir le projecteur sur des choses qui semblent anodines sur le papier. Là encore, j'aime bien qu'est-ce que je choisis de dire, à qui je le dis et comment je le dis. Et Instagram, contre toute attente, peut être aussi un endroit dans lequel je communique de la lumière. C'est ça. Pour toi, du coup, ce serait quoi l'état de flow ? On est arrivé progressivement, ça s'est dessiné, mais quelle serait ta définition de l'état de flow ? D'abord, c'est marrant parce que je me dis que les endroits où je le touche, ce flow, je pense évidemment, et je me vois peindre. J'ai souvenir vraiment de transe, en fait, vraiment de transe à peindre. J'ai beaucoup peint au couteau. Donc vraiment, où en fait, à l'époque, je cherchais déjà le battement de tambour, en fait, qui était déjà une espèce de pulsation, de vibration sur la toile de peinture. Mais c'était ça, et donc de pas du tout maîtriser ce qui se passait avec mon poignet, mon bras même, voire mon épaule. C'est ce qui se passe aussi quand je suis dans les constellations, c'est ce qui se passe quand j'ai des mots qui descendent. Et je crois qu'en fait, c'est l'espace où c'est le cœur qui décide. Le flow, c'est l'espace où c'est le cœur qui décide. C'est le cœur qui est aux commandes à ce moment-là. J'ai beaucoup aussi aimé l'idée de la pulsation. Flow, pulsation, la pulsation du cœur. Du cœur. Alors c'est très drôle parce que je l'ai rangé, mais je me suis offert un stéthoscope il y a quelques années. Et j'ai beaucoup peint à la pulsation de mon propre cœur. Donc ça semble un peu bizarre, ça fait un peu très avant-gardiste, comme ça fait art brut un peu. Et donc j'avais ce stéthoscope où j'écoutais ma propre pulsation de cœur et je propre peignais, musique. Voilà, je peignais mon mouvement intérieur. Yes. J'aime beaucoup ce mot mouvement aussi. Et peut-être que le flow, c'est le mouvement intérieur qui se libère à l'extérieur aussi. Merci beaucoup pour cette notion supplémentaire que tu nous as apportée. Avec joie. Où les auditeurs peuvent te retrouver ? Alors, il y a un site internet qui s'appelle annecazobon.com. Je suis active aussi sur Instagram. Vous pouvez me retrouver avec mon nom, mon prénom. Le compte Merci à un inconnu. N'hésitez pas à aller y faire un tour, peut-être à partager. Il y aura un livre qui va sortir aussi autour du geste désintéressé pour le printemps. Et puis Facebook, LinkedIn, voilà, il y a pas mal de choses sur mon site. Il y a d'anciens podcasts aussi, d'autres émissions, des conférences. Je mettrai les liens en commentaire, bien sûr. Avec joie. Merci pour ta générosité, merci pour tout ton partage. Merci Elisabeth. Puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve quant à moi sur le tapis de Yin Yoga plusieurs fois par semaine pour apprendre à ralentir, pour aller écouter et observer nos émotions, nos ressentis. Notre corps est notre plus grand guide. En acceptant de se déposer, nous recevons de la clarté et la paix intérieure. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étatdeflow.com. Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. À très vite pour un nouvel épisode.